De retour sur le plateau de la tranche info, place maintenant au focus au jeudi anthropologie et nous retrouvons notre expert des humanités classiques africaines, Nusere Kalala Omotunde, qui nous revient d'un long séjour en Afrique d'ailleurs, où il a été justement, on va dire, comment on peut dire ça, professeur? Je dirais agréablement reçu, voilà. Très la bien. Grande famille, ça c'est important de le souligner. Effectivement, j'ai eu l'opportunité d'aller dans plusieurs pays, le Sénégal, le Bénin, le Mali. J'ai aussi fait quelques escales au Togo, en Côte d'Ivoire entre autres. Et c'est vrai que moi j'ai voulu utiliser déjà ce grand moment pour un grand espace, ouvrir un espace de discussion avec la jeunesse du continent africain. Parce que c'est une jeunesse qui est dynamique, c'est une jeunesse qui a vraiment beaucoup d'espoir en l'avenir. Et la chose, c'est qu'elle a besoin de pouvoir optimiser sa réflexion, mieux comprendre un certain nombre de choses. Et puis, nous aussi, on a besoin de comprendre un petit peu où elle se situe aujourd'hui par rapport à notre jeunesse caribéenne, où en sont les choses. Il y a beaucoup de choses qui bougent d'ailleurs au niveau de la Caraïbe. Vous voyez que, par exemple, il y a des partenariats qui se font entre les pays de la Caraïbe et les pays africains au niveau des businessmen, notamment pour les compagnies aériennes. Je pense à la Barbade, par exemple. Donc, il y a beaucoup de choses qui bougent parce que aujourd'hui, il y a cette dynamique qui se crée, c'est-à-dire ce qu'on avait déjà un peu initié avec Thabo Mbeki à l'époque où il était président de l'Afrique du Sud, c'est de rechercher dans la diaspora des compétences, de rechercher sur le continent des compétences dans tous les domaines, des compétences assez abouties, de manière à faire en sorte qu'on puisse compter sur ces compétences pour organiser à grande échelle le développement du continent africain. Et là-dessus, il y a une donnée qui est importante, c'est de ne pas faire des Africains hors sol, c'est-à-dire faire des gens enracinés dans leurs humanités classiques africaines, dans les réalités aussi géopolitiques et économiques. Et c'est ce qui manque pour le moment au niveau du continent. J'ai eu beaucoup de réflexions à ce niveau-là. Autrement, je dirais, j'ai fait des milliards de selfies parce que c'est impressionnant de voir comment finalement les gens vous reconnaissent, même en pleine nuit. Dire, mais vous êtes monsieur Omotunde, c'est vous, Sœur Kalala. Et c'est vrai que c'est toujours un plaisir de prendre le temps. Et je remercie vraiment tout le monde. Je remercie tous ceux avec lesquels j'ai passé du temps. Je remercie vraiment toutes ces personnalités que j'ai rencontrées, puisque j'ai eu la chance de rencontrer aussi des responsables de gouvernement. J'ai eu la chance de rencontrer aussi des responsables pédagogiques, des recteurs, des vice-recteurs, de passer du temps dans des discussions sérieuses, constructives, de manière à expliquer un peu l'enjeu des humanités classiques africaines et comment il faut aussi sortir du moule. Parce que moi, je veux bien qu'on fasse sécession économique, sécession politique et autres, mais la sécession pédagogique, il faut pouvoir la faire. C'est-à-dire, il faut avoir un corpus de connaissances transmises dans l'univers pédagogique, à toutes les échelles, de la maternelle jusqu'aux grandes écoles, qui soit arrimé aux humanités classiques africaines. Il faut arrêter de faire la promotion des humanités classiques européennes, surtout le monde noir d'une façon générale, mais sur le continent. Alors, maintenant, la chose, c'est que les matériaux africains sont beaucoup plus avancés que les autres matériaux. Et il faut faire la démonstration, il faut l'expliquer, le réexpliquer. Et la chance que j'ai eue, c'est de pouvoir aussi avoir des rencontres privées avec des responsables pédagogiques de haut niveau et faire la démonstration comment dans le tissu africain, il y a des algorithmes mathématiques, il y a des symétries bilatérales, des symétries radiales, voir comment, à partir de là, on peut concevoir une recherche très avancée qui va aboutir à l'ordinateur quantique, aussi au mode binaire informatique. C'est de tout cela, c'est-à-dire apprendre à regarder le matériau différemment. C'est-à-dire sortir du champ de la culture basique et rentrer dans le champ de la science. Et de comprendre qu'il faut ouvrir le dialogue aussi avec donc, les traditions anciennes de l'Afrique, avec les Dogons, avec les Bozo, avec tous ces peuples-là, parce qu'il y a en leur sein des sciences, des connaissances qui sont extraordinaires. Je vous prends un exemple. Je discutais avec aux responsables sur le fait que l'art africain, c'est de l'art sacré. D'accord ? Donc, c'est de l'art sacré. Donc, ce qui veut dire que ce qui est recherché dans l'esthétique de la réalisation de l'œuvre, d'une façon générale, c'est une qualité vibratoire. Et pour obtenir cette qualité vibratoire, il y a une chose que peu de personnes sachent, c'est qu'il y a du métal, il y a des minerais stratégiques dans l'œuvre. Et ces minerais stratégiques permettent donc d'activer les énergies et de faire vibrer à haute intensité l'œuvre. Bon. Et qu'est-ce qu'on constate ? Le choix des minerais correspond exactement aux minerais que vous avez dans une carte mère d'un ordinateur. Ça veut dire que l'Afrique a déjà compris
que des minerais sont conducteurs d'énergie bien avant qu'on invente des cartes mères, de téléphones portables ou de téléviseurs. Et la chose, c'est que le fait d'avoir regardé ça comme une simple œuvre d'art, on n'a pas vu qu'il y avait quand même une dimension scientifique avancée dans la réalisation de l'œuvre, et qu'il y avait déjà une analyse de la conductibilité des métaux, au-delà du fait qu'il ne faut pas oublier que l'Afrique, avec ses forgerons, elle a quand même bâti ce qu'on appelle les outils de médecine. Si on parle de bistouri, si on parle de cathéter, si on parle de tout ça, c'est parce qu'il y avait des forgerons pour réaliser tous ces objets. Hein, c'est pas simplement faire couler le métal pour, je dirais, faire des tables et des chaises. Il y a aussi le fait que ce savoir-là au niveau des forgerons, qu'on retrouve beaucoup dans la tradition spirituelle africaine d'une façon générale, a servi à faire des outils très aboutis, très sophistiqués, de manière à pouvoir faire des opérations. Et beaucoup d'explorateurs ont parlé d'opérations faites avec des outils. C'est pas pour rien que l'Afrique est le berceau de tout ce qui est outils en matière de chirurgie, d'une façon générale, à ce niveau-là. Donc c'est vrai que le fait de regarder l'œuvre comme une simple œuvre et de ne pas voir la technicité, la technologie qu'il y a dans l'œuvre pour lui donner sa dimension sacrée, ça fait qu'on prend du retard bêtement parce qu'on est en avance sur les autres. Mais qu'est-ce qui fait que le regard n'est pas africain? Parce que la formation n'est pas africaine. C'est-à-dire, vous avez un gars qui n'a rien à voir avec l'Afrique, qui vous pond un programme scolaire et qui vous raconte des histoires de Robert Debout, que oui, les gens sont venus, ils ont fait une œuvre d'art, les Dogons et compagnie, ils ont fait une œuvre d'art qui sert à ça. Mais l'œuvre d'art elle-même, c'est une œuvre d'art sacrée. Donc ça veut dire qu'il y a une obligation de monter à un niveau d'énergie. Et ce niveau d'énergie, ça implique aussi une connaissance des qualités vibratoires et de conductibilité des métaux et des minerais stratégiques. Donc c'est toutes ces choses-là qu'il faut pouvoir expliquer et réexpliquer, parce que c'est important dans la mesure où, normalement, disposant de ces métaux stratégiques, l'Afrique pourrait très bien être leader en matière de cartes mères. Parce que toutes ces cartes mères ont besoin de l'or, ont besoin de tous ces métaux pour pouvoir faire les gens font des cartes mères, ils n'ont pas le métal. Nous, on a le métal, on n'est même pas au courant que les œuvres d'art que nous avons sont déjà des cartes mères à ce niveau-là, dans la conductibilité de l'énergie qui passe dans la statue. Donc, vous voyez que c'est pour ça qu'il faut... C'est un petit peu... Moi, j'ai beaucoup aimé une jeune femme. Je l'ai regardée à la télévision. Elle a été interviewée après une conférence que j'ai faite. Et elle a dit, en fait, venir à la conférence de monsieur Omotunde a été pour moi le fait de faire une mise à jour de connaissances. Et c'est là que je me suis dit, mais effectivement, elle a raison. La chose, c'est qu'on fait des mises à jour de tout. Hein, on met à jour le logiciel, on met à jour l'ordinateur, on met à jour le téléphone portable. Pourquoi les connaissances ne rentrent jamais dans un processus de mise à jour? C'est-à-dire avoir un regard totalement différent, totalement novateur, beaucoup plus fin, beaucoup plus abouti sur des réalisations qui sont simplement perçues comme culturelles. Donc c'est tout cela, avec les démonstrations qu'il y allait derrière, montrer comment des grandes universités à travers le monde théorisent sur ces choses-là, et que la chose, elle est vue simplement comme un bout de chiffon. Alors qu'il y a une vraie réflexion sur une dynamique quantique qui est réalisée à partir de l'œuvre, de la structure de l'œuvre, dans d'autres cieux. Et donc c'est tout ça. Mais quand vous arrivez avec votre regard nouveau, comment c'était perçu? Ils l'ont bien pris, parce que vous venez leur apprendre des choses sur leur culture. Vous savez, en fait, la réalité, elle est assez simple. Hein, quant au fond, c'est-à-dire tout dépend du système de réflexion que vous utilisez pour penser votre réalité. Nous, on dit humanité classique africaine, c'est-à-dire le système de réflexion est africain. Donc, quand on regarde l'œuvre, on voit tous les champs et tous les univers qui sont connectés dans la réalisation d'une œuvre ou d'un objet, d'une façon générale. Mais la chose, c'est que lorsque vous êtes dans le paradigme occidental, le paradigme occidental, c'est un paradigme réducteur. Vous voyez, c'est très réducteur. On essaie de cloisonner les choses de manière à faire en sorte de voir la chose dans son principe le plus désuet. Et c'est ça qui fait que, à partir du moment où on va utiliser ce système de réflexion, on n'en voit pas l'intérêt. Et c'est valable pour les sciences économiques. C'est valable aussi pour la question de la monnaie. J'ai fait des démonstrations sur Nous avons inventé l'argent. Le modèle africain dans le système monétaire n'a jamais été dépassé. Mais la chose, c'est que voilà des choses très particulières liées à la réalité de la présence de certains minerais africains, qui fait que la logique des pièces de monnaie dans le monde aujourd'hui suit tout simplement la quantité de minerais qu'il y avait sur le continent africain à l'époque, puisque c'est là que les gens ont vu ça pour la première fois.
Donc, après, on raconte aux gens des histoires de... Oui, l'Europe n'a pas de minerais stratégiques dans son sous-sol. Ils n'arrêtent pas de le dire, là, en ce moment. Donc, comment l'Europe serait à l'origine de quelque chose alors qu'elle n'a même pas la matière première dans son sous-sol? Ce qui m'amuse en ce moment, c'est qu'on a les Européens, et la France en particulier, qui parlent justement de reconstituer leur force énergétique autour du nucléaire, qu'ils avaient un petit peu délaissé. Ils parlent d'autonomie, justement, d'autonomie énergétique. Et je trouve ça un peu bizarre de dire ça, puisqu'ils n'ont pas d'uranium. Ils ne produisent pas d'uranium. C'est-à-dire que, je vais vous dire une chose, au moins le changement d'air montre à quel niveau d'altitude tout le monde planait. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde comprend que si ça fait depuis des années que je le dis, et les réalités, les masques tombent de plus en plus, les rideaux tombent aussi, vous voyez en fait que les gens planent à des niveaux d'altitude. Vous vous demandez, mais c'est quoi qui boivent, c'est quoi qui fument pour raconter de telles inepties? Le gars va faire un développement énergétique sur une matière première qu'il n'a même pas. Bon, il va jouer sur quoi? Sur le fait de garder en captivité le pays qui va lui fournir cette matière première. Mais le gars, il rêve ou quoi? Le monde a évolué. Il y a les BRICS aujourd'hui. Il y a beaucoup de partenaires financiers qui offrent bien plus que ceux... La France est dans des difficultés pour arriver même à... Vous allez voir, payer même les salaires des fonctionnaires à la retraite, ça va être bientôt un problème. Vous avez d'autres pays qui sont à des, je dirais, à des performances économiques relativement intéressantes et relativement pertinentes dans les relations avec l'Afrique. Maintenant, qu'est-ce que vous constatez? Vous constatez que la relation Europe-Afrique, c'est une relation qui n'est pas donnant-donnant. Ça, on l'a bien compris, c'est-à-dire qu'on a un petit voleur qui se prépare à venir voler ce que Dieu a donné aux Africains. Vous voyez, parce que c'est quand même très étrange de dire que il n'y a pas de texte sacré, il n'y a pas de religion, il n'y a pas tout ça. Mais en attendant, tout ce qui est plus important dans l'histoire de l'humanité, c'est en Afrique que c'est. Je dirais que ce soit la faune animalière, que ce soit la grandeur des espaces pour avoir des champs énormes pour faire des cultures sur des milliers et des milliards d'hectares de terre. C'est quand même le continent africain qui est l'enjeu stratégique de tout cela. Donc, qui fait que il faut que le regard de cette jeunesse, et je peux vous dire que moi j'ai été très très impressionné, j'ai été dans des villes, j'ai jamais vu autant d'enfants dans une ville, j'ai été très très marqué, j'ai vu des jeunes, mais j'ai jamais vu autant de jeunes. C'est le continent le plus jeune du monde. Non seulement c'est le continent le plus jeune du monde, mais c'est le fait de... Moi, ce qui est important pour moi, c'est d'être avec les jeunes, de partager leur journée, de voir... Vous voyez, bon, par exemple, moi je sais par exemple que quand je suis ici et que je regarde la mer, de l'autre côté, le jeune sénégalais, il fait du surf. Parce que j'ai été là-bas, je suis rentré dans l'eau avec lui, j'ai vu les choses, donc c'était très intéressant. Maintenant, j'ai vu aussi que beaucoup d'enseignants, beaucoup de responsables pédagogiques, de recteurs, de vice-recteurs, enfin d'organismes pédagogiques, attendent justement cette réflexion un peu nouvelle, parce que tout le monde prend conscience qu'il va falloir changer de modèle. Et la chose, c'est que le but du jeu, c'est pas de faire avec l'extérieur, mais c'est de ramener aussi dans la dynamique toutes ces intelligences africaines dans ces différents domaines, puisque l'Afrique a beaucoup de chercheurs de talent, et bien ramener, je dirais, toute cette intelligence-là dans une dynamique de construction de modèles nouveaux. Et qu'est-ce qu'il faut? Juste un idéal de civilisation. L'Afrique a juste besoin d'un idéal de civilisation. Mais est-ce que le nouveau modèle dont vous parlez sera fait par et pour les Africains? C'est ça, sans interférence extérieure. C'est-à-dire que il faut impulser cette réflexion nouvelle dans la puissance de ce que c'est que le génie africain. Parce que si on n'a pas expliqué ça clairement, c'est vrai que certains vont avoir des doutes et des hésitations. Mais quand vous faites la démonstration du génie africain, un génie qui n'a jamais été dépassé, les gens vous parlent de Max Planck, les gens vous parlent de Einstein, de trucs, mais attendez, vous allez voir une confrérie initiatique, mais il y a des sciences dans ce qui est réalisé qui dépassent même l'imagination d'Einstein et compagnie. Je dirais que là, pour le moment, le but du jeu, c'est de ramener tous ceux qui sont en hors-sol, c'est-à-dire ceux qui ont étudié à l'université, et on leur a fait quoi? Que le miroir et aux alouettes se trouve à l'extérieur du continent africain en matière d'intelligence, leur montrer que l'intelligence est chez maman, elle est à la maison. C'est ça le fondement. Et ramener tout le monde à la maison
de manière à faire en sorte que le développement soit véritablement arrimé sur les puissances et les forces endogènes du continent. C'est ça qui est très important. Est-ce qu'on a déjà un pronostic, puisque le regard de la diaspora est tourné vers le Mali, qui sert un peu de modèle sur cette émancipation. Est-ce que vous pensez effectivement que ce processus-là arrivera à terme ou que la France arrivera à remettre la main sur cet État ? Je pense que il y a un processus qui est engagé. Il y a un processus qui est engagé au Bénin. On voit qu'il y a un processus très très fort qui est engagé. Et ne serait-ce que les conférences que j'ai eu l'occasion de faire dans des instituts privés ou à l'université ou aussi dans des cadres très privés au niveau de certains responsables pédagogiques ou même les émissions que j'ai fait à la télévision avec des journalistes qui ont voulu creuser un peu tout ça en termes de réflexion, eh bien, ça montre bien qu'il y a là quelque chose de fort. Et moi, par exemple, ce qui m'a beaucoup marqué, justement, c'est à l'image, c'est que nos émissions sont traduites dans les langues maternelles. Si on peut voir justement le document... Ils traduisent oui, carrément. Le document le 00 que j'ai amené, qui est une traduction en co de nos émissions. C'est intéressant. C'est une petite séquence, mais moi, ça m'a beaucoup touché. Voilà. On y va. Apune bale nyona woni kan na ko krana ha wulki miroma ko sebe annara som ka bakale la tan kamen fola wodi ani ki ko kamen fola zai kalbu nyona ko jira ikalo mere tameno bela ketali idalan trimi me kala la kukan ka be itali ze itelama wala na tunya idaka. Voilà, donc c'est intéressant. Traduction. Et donc j'ai pu rencontrer le monsieur qui fait les traductions. Donc, incroyable. Dans différents pays, il y a comme ça des traductions et des ouvrages. Non, moi je suis, si vous voulez vous expliquer quelque chose, il y a une chose que j'ai bien compris, c'est que vous savez, pour entrer dans une maison, il faut connaître la porte d'entrée. Et là, la grande maison des humanités classiques africaines, la maison de cet idéal de civilisation, il y a une porte d'entrée, il faut pouvoir y rentrer. Et à partir de ce moment-là, il faut pouvoir expliquer pourquoi telle réalité, qui est partie de bonnes intentions, n'est quand même pas arrimée à l'objectif qui est de coller aux humanités classiques africaines. Alors c'est vrai que le fait d'avoir visité des musées, le fait d'avoir visité des lieux, d'avoir pu discuter après avec des responsables de gouvernement, donc ministre de la Culture, donc de parler directement de la façon dont les musées sont constitués, ce sont des choses sur lesquelles il faut bien faire prendre conscience aux responsables que le musée est un espace de fierté. Alors c'est vrai qu'avec l'espèce de truc à dormir debout qu'on a ici, qui s'appelle le Memorial Act, qui est du grand n'importe quoi, on est très loin de cela. Mais il faut pas beaucoup de fierté à tirer de ça. Non, c'est du grand n'importe quoi. Vraiment, c'est... Bon, la chose, c'est que le musée est un espace de fierté, d'accord ? Et Paul Ricoeur disait que le but de l'histoire, c'est de ramener dans l'objectivité des peuples du passé qui ont été victimes d'un certain nombre de traumatismes dus à des conquêtes de prédation extérieure. Donc, qui fait que, là-dessus, il y a tout ce travail aussi qui m'a été demandé. Donc, il y a aussi le fait que je vais devoir repartir. Donc, il va devenir fréquent, je pense. Voilà, il y a aussi un colloque important qui se fait avec une branche de l'UNESCO très bientôt. Donc, il va falloir que j'aille y participer puisque j'ai reçu la lettre d'invitation. Et c'est vrai que ce sont des thèmes très importants. C'est-à-dire, véritablement, lancer la dynamique de la réflexion moderne africaine. C'est-à-dire comment sortir... Parce que, vous savez, la réflexion africaine, on ne peut pas la comparer à un autre type de réflexion. C'est ça la chose. C'est-à-dire que si vous partiez du principe qu'on va essayer de la rapprocher de la pensée européenne ou la rapprocher de la... C'est comme un masque. Le masque africain n'a pas pour vocation d'être posé sur un mur. Lui, c'est-à-dire en face, on voit un objet d'art. De l'autre côté, c'est une réalité vivante, spirituelle, qui abrite une énergie qui se manifeste dans la création. Cette énergie, elle a une manifestation dans la création à des moments précis. C'est ça qu'on appelle le cycle et la séquence. Donc à partir de ce moment-là, cette réalité demande un matériau qui a une qualité vibratoire qui correspond à la réalité invisible qui se manifeste dans la chose. Donc vous voyez que on n'est pas du tout là pour expliquer les choses comme ça se fait ailleurs. Il faut avoir une herméneutique africaine d'explication de ce que c'est que notre culture. Et ça, c'est très important. J'en parle pour le Goroka. Mais il y a tout un travail de fond à faire, de manière à faire en sorte que nous puissions voir que c'est de l'astronomie,
c'est de l'informatique, c'est des mathématiques fractales, mais c'est aussi de la circulation énergétique. C'est toute une série de choses. C'est ça, mais aussi ça, c'est ça. Et c'est pour ça que je décris, pour moi, la chose qui représente le plus notre culture, c'est la fleur de vie. Cette fleur de vie osirienne qu'on voit au temple d'Abydos, qui est donc un certain nombre de cercles concentriques. Et en fait, ce cercle-là est dans ça, mais aussi dans l'autre chose. Ah ben c'est ça, notre réalité, elle n'est pas dans le cloisonnement, mais le but du jeu, c'est de ramener tout dans une harmonique qui permet de maintenir l'équilibre. Et c'est ça qui est important. Un équilibre vers lequel on est censé tendre avec le changement d'air. Oui. Et avant de venir en deuxième partie avec le cours du jour, je voulais avoir votre sentiment quand même sur le départ de la reine Elisabeth II. Oui, effectivement. C'est-à-dire que la chose, c'est qu'il faut bien comprendre que il y a... et ça vraiment, je suis... Vous savez, il y a des choses qui sont très importantes qui se passent en ce moment parce que nous ne sommes pas nombreux dans l'histoire de l'humanité à avoir pu vivre un changement d'air. Nous sommes en plein dans ce qu'on appelle le changement d'air. Vous voyez ? Et donc, les énergies qui ont cristallisé les déséquilibres totalement inhumains de l'ère des poissons, donc avec tout ce qui représente cette dynamique historique de prédation, il faut savoir que dans l'ère dans laquelle nous sommes, l'ère du Verseau, il n'y a pas de possibilité d'expression de ces énergies parce que la fréquence, elle a changé. Vous voyez, la fréquence cosmotellurique, c'est-à-dire le lien entre le ciel et la terre, a considérablement changé. Et donc, il faut bien comprendre que moi, j'en veux aux artistes de parler d'inspiration. Or, l'inspiration, elle peut être de basse fréquence, du bas astral, comme du haut astral. Et ils n'ont pas de système de vérification pour savoir est-ce que c'est du bas ou est-ce que c'est du haut. Pourquoi ? Parce que vous avez des entités de bas astral qui concernent l'ère des poissons, qui veulent passer dans l'ère du Verseau. Et donc l'artiste, comme il va cristalliser sur une toile ou dans une œuvre certaines énergies, eh ben, qu'est-ce qui se passe ? Eh ben, ces énergies-là vont pouvoir passer de la dimension invisible au visible, et il ne se rend pas compte de la responsabilité qu'il a en ce moment lorsqu'il fait une œuvre d'art. C'est-à-dire on ne peut plus faire les œuvres d'art à la Wallagen. Et donc, par rapport à la problématique de l'actualité et le départ de la reine d'Angleterre, vous savez que la reine d'Angleterre cristallisait beaucoup de négativité dans l'histoire de l'humanité. C'était le symbole de l'empire colonial. C'est-à-dire c'est l'empire colonial anglais qui a détruit l'humanité, qui a saccagé des peuples, on connaît tout ce qui s'est passé au Zimbabwe, un peu partout et ailleurs. En Australie aussi, les aborigènes. L'Afrique du Sud et ailleurs, dans la Caraïbe aussi. Donc la chose, c'est que, vous voyez, maintenant il fallait mettre une fin de non-recevoir à cette vibration-là. Donc la vibration, elle va rendre ses comptes, mais tout simplement parce que il y a des choses qui ne sont plus compatibles à l'ère dans laquelle nous allons rentrer. C'est pour ça que moi je dis toujours aux gens, quand on voit l'importance que nos ancêtres ont accordée à ces périodes de transition, lorsqu'on voit les énormes changements qui se sont produits dans l'histoire de l'humanité dans ces périodes-là, il faut bien comprendre qu'il faut aussi que l'humain fasse son changement d'état, c'est-à-dire son arrimage à cette nouvelle fréquence. C'est vrai que nous parlons de spiritualité et pas de religion. Donc, naturellement, je dirais, les tenants de la religion sont obligés de rester dans l'escroquerie intellectuelle parce que le soleil n'étant plus dans la maison des poissons, ça éclaire ni le poisson ni la Vierge. Vous voyez ? Donc, qui fait que, normalement, c'est une affaire qui a fait banqueroute. Mais la chose, c'est que, vous voyez, la dimension africaine, c'est de préparer les cycles nouveaux. C'est-à-dire qu'on rentre dans un cycle, mais on prépare déjà le cycle nouveau. Et là, il s'agit d'un cycle de 2160 ans. Donc c'est pour vous dire que c'est quelque chose qui est relativement important. Maintenant, ça va avoir des répercussions sur le monde entier. Parce qu'au moment où vous voyez que la monnaie européenne est en train de passer sous le dollar, les Européens avaient besoin, parce que vous savez que la plus grande grève européenne se prépare aussi au niveau de l'Angleterre. Il se passe des choses énormes, puisque les Anglais ont déjà dit... On en parle très peu dans l'actualité française. On en parle très peu, mais c'est... Très peu. Il faut savoir que la pétition, c'est des centaines de milliers de personnes qui l'ont déjà signée, qui vont refuser de payer la facture d'électricité et les factures de gaz. Oui. Donc, ça veut dire que là, nous allons tout simplement à une implosion de la société anglaise, comme ça va se passer très probablement aussi en Allemagne, puisqu'il y a des choses... ils ont des grèves quasiment tous les jours. Tout ça est encore en train de couver au niveau de la France, parce que là, on était seulement aux gilets jaunes, mais on ne va pas tarder à arriver aux gilets rouges.
Parce que les gilets jaunes, pour une augmentation de 1 euro, je ne sais pas qu'est-ce que ça va représenter, des augmentations de plus de 1000, 2000, 3000 euros. Ça va être sur des factures. Non, ça va être quelque chose. Donc les gilets vont virer au rouge. Donc tout ça pour dire que la réalité, aujourd'hui, c'est qu'elle est très positive pour l'Afrique. Elle est trop positive pour l'Afrique parce que l'Afrique doit utiliser ce grand moment comme un moment de réflexion pour fonder son idéal civilisationnel arrimé sur la dynamique future. Il y a des nouveaux partenaires. Ces partenaires ont compris aussi les enjeux. Vous voyez comment les Occidentaux, quand ils vont chercher leurs matières premières à l'extérieur, ils se heurtent en fait à des fins de non-recevoir. Oui. Et ils n'avaient pas l'habitude de tout cela. Exactement. Vous voyez. Exactement. Et leur arrogance et leur mépris pour l'humanité du Sud, parce qu'il faut bien comprendre une chose, nous étions dans une problématique très simple, ce que Aimé Césaire appelait le mépris des populations du Sud qui pourtant alimentent l'Europe en énergie stratégique. Et si les entreprises européennes ne sont pas compétitives au niveau de l'achat de leur énergie pour faire fonctionner toute la production industrielle européenne, vous voyez bien que le système, il est pratiquement en train de faire banqueroute. Donc là, je dirais que les choses, je ne dirais pas que les choses sérieuses ont commencé avec le décès de Mme Thatcher, puisque les choses sérieuses ont déjà commencé, mais ça montre bien aux gens... C'est un marqueur, quand même. C'est un marqueur. Je dis que là, vraiment, il faut que les gens comprennent qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dites sur le fonctionnement occulte aussi de ces familles royales occidentales. D'accord ? Beaucoup de choses sont cachées, mais ça veut dire aussi que ces choses n'avaient pas pour vocation de poursuivre leur réalité dans le monde des Verseaux. On se quitte pour une page de publicité et on revient en plateau avec Nusiré Kalala Omotunde.